Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce débat en ligne organisé par la Libre Belgique, le blog Monestor, en partenariat avec la banque ING. Alors aujourd'hui, nous allons aborder les perspectives sur les marchés et dans l'économie pour 2021. Pour vous informer sur ce sujet et pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir ce matin le professeur Georges Hubner, professeur d'économie à l'Université de Liège. Bonjour Monsieur Hubner, et Thierry Masset qui est Chief Investment Officer à la banque ING Belgique. Bonjour Monsieur Masset. Bonjour à tous. Alors il y a un an, nous nous retrouvions ici avec nos deux interlocuteurs pour vous présenter les perspectives pour l'année 2020. Nous avions un public, aujourd'hui nous avons une caméra et nous vous présentions donc ce que pensaient nos prévisionnistes sur l'année 2020. Alors Georges Hubner, à quoi vous attendiez-vous il y a un an et que s'est-il passé en réalité? Bon, inutile de dire que nous avons eu tout faux, mais en même temps, je pense que ce n'est pas totalement de notre faute. Nous prévoyions en fait l'année dernière, à la même date, une année de transition dans laquelle on savait qu'il y aurait les élections américaines qui étaient structurantes. On pensait aussi que la hausse boursière qu'on avait connue en 2019 était une hausse assez spectaculaire, un rattrapage dans une certaine mesure, et même si on était déjà convaincu depuis plusieurs années qu'il n'y avait pas tellement d'alternatives au marché d'actions, on aurait un rendement raisonnable, mais certainement pas exubérant comme on avait connu en 2019, et nous pensions très certainement qu'on attendrait jusqu'au mois de novembre pour avoir quelque chose de substantiel à se mettre sous la dent. Et évidemment, ce qui s'est passé, tout le monde le sait, on le vit tous les jours. On a eu beaucoup de surprises sur les marchés, puisque la baisse du mois de mars sur les places boursières mondiales, qui évidemment a été consécutive à l'éclatement de la bulle du Covid, a été très spectaculaire, l'une des plus fortes qu'on ait jamais enregistrées sur un mois de temps. Une baisse visiblement qui était exagérée également, avec, et c'est là aussi une grande surprise, une reprise extrêmement vive des marchés américains, notamment les marchés chinois. Une reprise peut-être un peu plus modeste et timorée du marché européen. Mais il se fait que l'année boursière finalement n'a pas été aussi négative qu'on l'aurait pu l'imaginer, alors que la crise économique par contre est extrêmement aiguë et profonde et laissera des traces qui encore aujourd'hui sont encore incertaines. On parle d'une récession comme on n'en a plus connue depuis des décennies, c'est le cas? Oui, et c'est une récession tout à fait spéciale puisqu'on n'a pas connu de pandémie depuis la grippe espagnole à la sortie de la Première Guerre mondiale. Donc, elle a été extrêmement soudaine, elle n'a pas été créée par l'éclatement d'une bulle financière comme en 2008. Elle a aussi été avec des conséquences très incertaines par rapport aux capacités de reprise de l'économie mondiale, par rapport aux différentes vagues que l'on connaît aujourd'hui. Et donc, heureusement qu'il n'y avait pas de coupable, parce que cela a permis à la fois aux autorités politiques et monétaires de réagir beaucoup plus rapidement et fortement que ça n'a été le cas en 2008. Et pour vous, Thierry Masset, quel a été le fait le plus surprenant que l'on pourrait évoquer sur les marchés en 2020? Je pense que la grande surprise, ça a bien entendu été le Covid, mais ça c'est clair. Je crois que c'est très important, et comme Georges y faisait allusion, c'est vraiment un facteur exogène. Donc je n'ai pas souvenir véritablement qu'un facteur exogène, sauf peut-être les éléments des attentats du 11 septembre 2001, mais je n'ai pas souvenir d'un facteur exogène aussi puissant qui a réellement vraiment tout impacté. On a versé effectivement en une seconde d'un cycle économique, je dirais, très mature, à une récession très, très profonde et maintenant, espérons-le, à un début de reprise l'année prochaine. Et donc, il y a eu un élément de surprise. Je pense que les surprises sur la baisse et la remontée du marché ont aussi frappé. Et moi, ce que je retiendrai aussi comme élément de surprise, qui est plus large éventuellement que simplement l'aspect marché, c'est l'énorme capacité d'adaptation
dont font preuve quand même, je dirais, les gens à titre personnel et les organisations. On est aujourd'hui déjà, au bout de 6 ou 9 mois, totalement habitués à travailler à domicile. Du jour au lendemain, ça s'est mis en œuvre. Et fondamentalement, cet élément de crise Covid, sur pas mal de points, est un accélérateur de tendances de long terme qui étaient déjà présentes et dont on pourra certainement reparler au niveau des choix d'investissement. Alors Georges Hübner, si l'on se risque aujourd'hui à essayer de prévoir, on va le dire comme ça, parce qu'on ne va plus utiliser le terme si on prévoit, si l'on se risque à essayer de prévoir ce qui pourrait se passer en 2021, peut-on s'attendre à une reprise de l'économie et si oui, sous quelle forme? Certains parlent d'une reprise en V, d'autres en W, certains sous forme de K. Donc quel type de reprise et si vous pouvez expliquer aussi le type de reprise que vous employez, que vous entrevoyez, donc par exemple une reprise en V, expliquer ce que ça signifie. Je ne crois personnellement pas en une reprise en V, sauf miracle. Une reprise en V voudrait dire que le redécollage que l'on aurait en 2021 est vraisemblablement grâce à l'apport des vaccins et donc finalement l'oubli de la crise sanitaire de manière progressive, bien entendu. Cette reprise aussi vive que la dépression a été forte, je ne pense pas que ce soit réellement possible pour une raison très simple, c'est que nous avons changé aussi. La consommation, la confiance doivent revenir progressivement. On sait très bien que la sortie de crise prendra un certain temps, elle ne sera pas aussi forte et aussi abrupte que l'a été la plongée dans la crise. Et puis il y a un autre aspect évidemment qui est très important, c'est que maintenant on vit sous perfusion dans une très large mesure grâce au soutien des différents pouvoirs publics à différents niveaux. Cette perfusion, à un moment donné, elle va devoir céder le pas à, je dirais, une reprise plus naturelle des activités économiques qui serait moins soutenue à bout de bras. On sait très bien qu'il va y avoir un grand nombre de faillites, qu'il va y avoir un grand nombre de personnes qui vont se retrouver dans une situation encore plus précaire qu'aujourd'hui. Et donc, ça va être un certain nombre d'obstacles. Ce qui veut dire que le scénario que l'on peut considérer comme réalistement optimiste serait le scénario d'une reprise qui serait plus graduelle, un peu comme le logo d'une célèbre marque. Ou en racine carrée. Ou en racine carrée, disons. Alors ça, ce serait effectivement quelque chose, à mon avis, qui serait assez désirable, parce que cela voudrait dire effectivement que il y a une énorme épargne forcée qui a été accumulée, elle pourrait se remettre à s'activer et donc à irriguer l'économie réelle, c'est-à-dire à ne pas se retrouver dans le bilan des banques inutilement aujourd'hui. Et ça pourrait aussi amener à un élan de solidarité. Alors, pas la solidarité telle qu'on la connaît traditionnellement, pas nécessairement organisée par l'État, mais véritablement un alignement de l'ensemble des forces économiques pour effectivement que la machine reprenne et qu'elle reprenne, on l'espère, un peu vertueusement. Et en ce qui concerne les marchés, Thierry Massé, à quoi est-ce qu'on pourrait normalement s'attendre? Je dis bien normalement. Écoutez, il faut toujours partir du constat que les marchés, effectivement, travaillent dans l'anticipation. Et donc ici, les marchés financiers, on est déjà largement sur 2021, on est déjà, je dirais, dans l'anticipation de ce scénario de reprise, avec clairement l'introduction des vaccins au premier, deuxième trimestre, les plans de soutien, je dirais, à la fois du côté monétaire, à la fois du côté budgétaire. On est sur un scénario de reprise économique, d'intensité plus ou moins variable suivant les prévisionnistes, mais enfin un scénario de reprise économique, et le marché, je dirais, est déjà clairement dans cette anticipation-là. Si vous regardez par exemple les performances enregistrées par les marchés d'actions au mois de novembre, le mois de novembre a été très très positif pour deux raisons. Effectivement, le scénario finalement relativement, on peut l'appeler satisfaisant, des élections américaines, mais aussi effectivement couplé, je dirais, ce scénario économique se mettant en place avec les annonces progressives relativement au vaccin. Alors,
dès lors, qu'est-ce qu'on peut attendre en 2021? Si une partie est déjà anticipée cette année-ci, il faudra voir la suite. Et effectivement, si ce qui est prévu en termes de reprise économique et donc, je dirais, d'impact clair sur les marchés est tangible pour les marchés, notamment, par exemple, en matière de génération de bénéfices par les sociétés, on a des anticipations assez positives des marchés pour 2021 et pour 2022. Il faudra effectivement voir que ça se concrétise. Et donc là, on peut avoir potentiellement des petits moments de doute ou d'incertitude, retard dans des vaccins, retard dans des plans d'implémentation, de relance budgétaire, nouvelles ponctuelles plus négatives au niveau des montants de faillite ou de mise en chômage, comme Georges Hübner l'évoquait. Donc voilà, donc on est sur cette trajectoire-là. Une partie de la reprise 2021 au niveau économique a sans doute été anticipée par le rebond de 2020. Et donc, je dirais, au total, nous, on est sur des prévisions de rendement positif pour les marchés, si on prend les marchés d'actions, mais de manière modérée, puisque voilà, il y a une partie qui a déjà été anticipée. Les bourses sont déjà relativement hautes, et donc il faut être raisonnable, mais on peut raisonnablement anticiper une performance modestement positive pour l'année prochaine. Ok, donc il y a déjà une grande partie qui est intégrée, mais on reste quand même optimiste concernant les marchés. Aujourd'hui, nous sommes tous focalisés sur la pandémie, sur les vaccins, sur le programme aussi de vaccination. On a vu qu'il y avait énormément, Georges Hübner, vous en avez parlé, de mesures budgétaires qui ont été mises en place par les États, des mesures monétaires par les banques centrales. Est-ce que ces mesures vont porter leur effet ? Et est-ce qu'elles vont porter ces effets à court terme, à moyen terme? Vous parliez qu'à un moment donné, elles allaient probablement s'arrêter. Qu'est-ce qu'on peut anticiper quant aux effets de ces mesures? Alors Isabelle, j'ai souvent été assez critique avec les mesures monétaires qui ont été prises par les banques centrales. Aujourd'hui, je suis heureux de constater qu'elles ont pris la mesure très rapidement de ce qui s'était passé, de ce qui était en train de se passer, et ne laissent pas planer beaucoup de doutes quant à leur capacité de répondre dans la durée à cette crise. Donc je pense que le soutien monétaire va être clairement réaffirmé par l'ensemble des banques centrales de la planète. Avec donc, ça veut dire évidemment une répression monétaire, des taux d'intérêt qui vont rester durablement bas, avec aussi des programmes de rachat qui devraient ne pas s'interrompre de manière brutale, ou certainement pas même diminuer à court terme. Et donc j'ai peu de doute quant à, je dirais, l'impact que peut avoir l'autorité monétaire dans son ensemble sur la restauration de la confiance. J'ai été également assez positivement impressionné par les réponses budgétaires qui ont été apportées, en tout cas en matière de sauvetage, en matière de crisis management. Pour ce qui concerne l'avenir proche, là il va y avoir, on va vraiment avoir un test acide, comme on dit en anglais, puisque au-delà des effets d'annonce, il va être excessivement important que les différents plans de relance d'abord passent le seuil de l'effet d'annonce, bien entendu. On pense notamment au plan de relance européen pour lequel on a besoin de projets structurants. C'est une manne d'argent qui va se déverser, mais on sait très bien à quel point on peut être fort à gaspiller cet argent. On l'a prouvé par le passé, malheureusement, dans un certain nombre de cas. Et puis il y a ce déséquilibre qui aujourd'hui est patent. C'est une crise qui crée beaucoup d'inégalités. Ces inégalités ont été gommées par des stabilisateurs automatiques et des stabilisateurs ad hoc qui ont été apportés par les différents gouvernements pour éviter qu'il n'y ait un raz-de-marée, que ce soit au niveau des indépendants, que ce soit au niveau des PME, que ce soit au niveau du chômage, un raz-de-marée de précarité qui s'installe rapidement. Mais il n'en reste pas moins que ce n'est qu'un sursis. Et donc ce sursis doit être gommé d'une manière ou d'une autre en assurant une transition par rapport à une politique de relance et une politique aussi de soutien aux entreprises et aux indépendants
qui sont malmenés et qui, à un moment donné, un jour, la marée se retirera, hein, comme dirait Warren Buffett, et on verra malheureusement ceux qui sont encore sans maillot. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'année 2021 va être une année qui, à mon avis, sera relativement dichotomique en matière de politique budgétaire, où effectivement, si on a des plans ambitieux et bien conçus, c'est pour ça que je ne suis pas anxieux par rapport au temps que ça prend pour élaborer ces plans. Si on a des plans ambitieux et bien conçus, je pense qu'ils pourraient rester sur la lancée de ce qu'on a connu par rapport au sauvetage économique de l'année 2020. Mais j'ai malheureusement des doutes quant à la fois à l'audace dont les différentes autorités politiques dans les différents pays feront preuve, et quant à l'illusion de l'argent facile qui est née de la politique d'endettement, qui aujourd'hui est très forte pour les États et qui est également tout à fait justifiée par l'urgence, mais qui ne devrait pas devenir une habitude. Parce que, de nouveau, l'État n'est pas nécessairement le meilleur entrepreneur que l'on puisse imaginer, mais par contre, on a besoin de l'État pour soutenir l'activité avec de l'infrastructure, avec du soutien à la formation, avec énormément de facilitateurs. Mais le tout va être de savoir si à la fois on aura les moyens d'assurer cette transition, et à la fois si les moyens seront identifiés et dirigés vers les bons acteurs. Donc on peut dire que tant les banques centrales que les États ont appris de leurs erreurs antérieures, mais il faudrait qu'ils acquièrent encore de la maturité pour la suite. Je pense qu'on a besoin véritablement de décideurs qui ont la capacité de s'extraire de contingences, appelons ça des contingences qui seraient soit politiciennes, soit simplement basées sur un calcul de court terme, d'une part. Et puis on a aussi besoin de continuer à s'assurer du soutien du secteur financier, parce qu'on on en a parlé relativement peu, mais il y a une différence fondamentale par rapport à la crise de 2008. La crise de 2008 a été créée et a été alimentée par le secteur financier. C'est lui qu'il a fallu sauver. Aujourd'hui, c'est le secteur financier qui contribue à sauver l'économie. Et pour cela, il a besoin de soutien. Alors je tiens à dire que les banques cherchent à faire leur travail aujourd'hui, et elles le font avec un soutien très affirmé de leurs autorités de contrôle, c'est important, où on voit qu'il y a effectivement un alignement des planètes par rapport au rôle que le secteur financier peut donner à l'économie. Et malheureusement, le secteur financier est en première ligne aussi pour éponger les pertes. Certaines banques ont pris d'énormes provisions pour les éventuelles pertes liées aux faillites ou aux difficultés financières des entreprises de l'année prochaine. Ça pourrait les fragiliser, donc il faut effectivement s'assurer qu'on garde cette coopération fructueuse entre les autorités monétaires, politiques et financières. Alors Thierry Masset, donc l'ensemble de ces mesures budgétaires, monétaires, la pandémie ont occupé vraiment tous les esprits. On a beaucoup parlé sur les marchés de perdants et de gagnants. Qui sont ces perdants, qui sont ces gagnants? Et est-ce que finalement nous ne serons pas tous perdants dans cette histoire? Sur l'année, on a clairement vu les secteurs et les sociétés, parce que parfois les secteurs cachent différentes réalités. Et donc il faut faire preuve d'analyse un peu plus fine. Mais on a clairement vu sur cette année-ci, je dirais, en tout cas au niveau, par exemple, au niveau action, je dirais quels ont été les gagnants et les perdants. Si vous regardez par exemple au niveau régional, clairement États-Unis, Chine, au retard assez net, Europe, pays émergents, une distinction assez forte. Au niveau des secteurs, le secteur de la technologie, le secteur de la pharmacie, certains sous-secteurs ont clairement très très bien performé, alors que l'énergie, avec les prix du pétrole relativement faibles, le secteur financier ont très très fort souffert, plus tout un tas de secteurs qui étaient carrément à l'arrêt. Prenez la restauration, l'hôtellerie, les compagnies aériennes, etc. Donc il y a eu une distinction, je dirais, extrêmement forte des performances entre les gagnants et les perdants. Les gagnants se retrouvant même, je dirais, avec un niveau d'activité
et donc un chiffre d'affaires et des bénéfices supérieurs à celui réalisé en 2019 ou les années précédentes. Alors que dans d'autres secteurs, on a des pertes d'activité très très importantes au niveau des chiffres d'affaires et donc même des pertes plus ou moins retentissantes au niveau du compte du résultat. Alors, il y a un deuxième effectivement élément très important et qui est très spécifique, c'est la surperformance de quelques très grandes actions de technologiques aux États-Unis qui, vu leur capitalisation boursière, je dirais effectivement, ont tiré l'ensemble du marché. Il y a beaucoup d'explications statistiques qui ont été données. Si on regarde le marché américain, moins 4 ou 5 actions, sa performance est beaucoup moins spectaculaire que ce qu'il n'apparaît. Alors ici, ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qui est des éléments de court terme et qu'est-ce qui est des éléments de long terme. Et donc je pense qu'il y a un certain nombre de perdants conjoncturels liés effectivement à un impact très puissant pour eux du Covid et où les choses après pourront se restaurer de manière significative. Et puis il y a effectivement des perdants structurels et qui dans bien des cas étaient déjà des secteurs ou des acteurs sociétés qui étaient déjà mal positionnés par rapport aux grandes tendances d'évolution de la société, de l'économie, que ce soit la digitalisation, les ventes en ligne, les circuits plus courts, enfin plein de tendances extrêmement lourdes qui ont été effectivement ici accélérées et renforcées. Et donc il y a aujourd'hui effectivement dans le marché un débat un tout petit peu entre ces deux tendances. Et la question c'est de savoir est-ce qu'il faut un peu abandonner les gagnants boursiers qui ont effectivement tellement bien performé pour se réintéresser aux ceux qui sont en retard. Et donc ce qu'on appelle un peu dans notre jargon une rotation plus cyclique. Et donc nous sommes un petit peu réservés par rapport à ça. Et donc je pense qu'il y a certaines choses qui peuvent être faites, mais c'est pas binaire. Et tout ce qui est relativement resté en arrière n'est pas nécessairement bon et pourra éventuellement avoir un rebond un peu de court terme, je dirais, d'investisseurs qui disent tiens, mais ça c'est resté très fort en arrière, je vais un peu m'y intéresser, et voilà, ça peut un peu remonter. Mais fondamentalement, penser qu'on va avoir une trajectoire de croissance pour des compagnies aériennes, je prends un exemple, j'en suis pas fortement convaincu. Donc là, je dirais voilà, donc il y aura, je pense que tout le monde n'est pas perdant. Il y a certains qui effectivement sont structurellement gagnants, et d'autres où c'est plus lié, je dirais, à la fois à la conjoncture et d'autre part au scénario économique global. S'il se passe bien avec le vaccin et les supports, quelque part l'eau fera remonter beaucoup plus de bateaux à la surface et portera ça. Sinon, effectivement, si on a un peu à un moment donné un double dip, une reprise, un retour en récession parce que le vaccin vient plus tard, parce que les soutiens monétaires viennent, il y aura effectivement à ce moment-là ponctuellement plus de perdants, au moins temporairement. Et donc finalement, comme nous l'écrivons souvent dans nos lignes et comme vous le répétez souvent aussi, garder toujours une perspective de long terme et ne pas se focaliser, comme vous disiez, sur cette rotation cyclique, mais de regarder quels seront le potentiel à long terme des sociétés. Oui, voilà, et surtout savoir effectivement dans ces investissements, si on a des investissements finalement fondamentaux, stratégiques, moyen, long terme, ou est-ce qu'on procède à certains investissements dans une optique plus de court terme. Et donc ça peut être une décision effectivement d'investissement et tout à fait justifiée, mais il faut être bien conscient effectivement de l'horizon de temps dans lequel on fait son investissement, quel est le raisonnement derrière, et donc pouvoir effectivement, sur certains choix de plus court terme, dégager rapidement. Dégager aussi. Parce que sinon, la tendance ne va pas se poursuivre et on va refaire un investissement quelconque, voire médiocre. Alors, pour nous référer au titre de cette conférence, Georges Hübner, pour 2021, quelles sont vos principales craintes et vos espoirs ? Ma crainte, elle est clairement liée à la trace que va laisser 2020 au niveau pas seulement sanitaire, mais également au niveau des consciences des investisseurs, et notamment le changement que l'on peut anticiper sur certaines tendances. Je pense que la consommation et les habitudes de mobilité vont être durablement impactées, ce qui va faire en sorte, très vraisemblablement, que
un certain nombre de secteurs effectivement durement impactés par la crise le sont finalement pour de bonnes raisons. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a ce problème de la transition entre la fin de la crise aiguë et le début de la véritable crise économique qui pourrait s'installer, avec la confiance des consommateurs. La confiance des entreprises, visiblement, elle revient plus rapidement que celle des consommateurs, mais c'est normal, beaucoup d'entreprises ont vu qu'elles étaient relativement résistantes par rapport à cette crise, alors que les consommateurs, c'est-à-dire nous, les ménages, nous voyons une perte de relais sociaux et de repères de manière générale. Donc il faudra réussir effectivement cette transition, parce que si on est devant une vague très importante de détresse à la fois individuelle et collective dans les entreprises, là on peut avoir une crise peut-être un petit peu plus traditionnelle, liée simplement à la spirale de perte d'emploi, de perte de pouvoir d'achat, de perte de confiance, de perte de consommation, de perte d'investissement qui pourrait amener une récession qui serait plus durable et qui n'a pas nécessairement de raison d'être. Donc il y a d'une part un problème de certains secteurs qui vont péricliter, et ça c'est quelque chose qui à mon avis est inscrit dans les astres. Et d'autre part, peut-être une opportunité qu'il va falloir saisir, de concrétiser finalement, de transformer l'essai. On a aplati le ballon derrière la ligne. Maintenant, il faut envoyer le ballon entre les poteaux, pour prendre une métaphore rugbystique. Et alors, évidemment, il y a certaines tendances qui sont aussi un peu désagréables à remarquer. Je pense que l'hégémonie de certaines sociétés au niveau mondial va être génératrice de tensions. Et ces tensions doivent être aussi finalement traitées avec maîtrise par les autorités politiques. Et là, on parle de géopolitique puisqu'on parle de quelque chose de global. J'ai très très peur de la perte du caractère concurrentiel du marché aujourd'hui. Et alors le dernier point sur lequel j'ai des inquiétudes, ça va être le marché obligataire. On sait que les taux d'intérêt vont rester encore très bas, et on sait qu'on ne pourra sortir de cette crise qui quand même a coûté des dizaines de points de pourcentage à certains moments dans la croissance du PIB. On ne pourra sortir de cette crise qu'en gardant la confiance dans la capacité des différents acteurs, principalement des États, à rembourser leurs dettes, ou en tout cas à ne pas être étouffés par leurs dettes. Et la sortie vertueuse se fera par une conjonction de croissance et d'inflation. Alors, je ne sais pas quand ça arrivera. Les autorités monétaires vont devoir vraisemblablement encore renforcer leur arsenal, et plus on renforce une perfusion, et plus il est difficile d'en sortir. Ce ne sera pas à court terme, mais dans les 3-4 années qui viennent, il va falloir gérer le retour éventuel de l'inflation et le retour à une politique monétaire qui soit un peu moins agressive. Là, de nouveau, l'anticipation, puisque Thierry disait les marchés sont dans l'anticipation. Si cette anticipation devait être trop brutale, je pense qu'on aurait aussi des problèmes, et alors ça se répercuterait du marché des taux d'intérêt vers le marché des actions. Donc il faut désintoxiquer progressivement. Je pense que ce serait c'est un bon terme, désintoxiquer, parce que nous sommes des junkies. Nous l'avons déjà été au niveau monétaire jusqu'à présent. Là maintenant, on le reste, et on a encore une surdose pour des raisons qui sont légitimes, mais évidemment, ça ne résout pas le problème, ça ne fait que le reporter. Et vous, Thierry Masset, quelles sont vos craintes et vos espoirs pour 2021 ? Je vais parler un peu plus d'espoir. Parce que je trouvais aussi que c'était fort désenchanté. beaucoup de craintes, mais merci Georges d'avoir pris... La question était sur les craintes. Hein. Ah non, les deux. J'ai dit craintes et espoirs. Je dirais les espoirs après. Merci d'avoir pris ça en main, et je partage ce que tu as dit. Parce qu'effectivement, on est souvent sur une route assez étroite,
où on regarde un précipice à gauche et à droite. Hein. Et donc le précipice à gauche, c'est l'économie ne repart pas, les vaccins sont en retard et tchac, tous les éléments négatifs que Georges a évoqués. Le précipice à droite, c'est l'économie reprend un tout petit peu et effectivement, la machine se remet en route et on pense déjà, ah oui, mais on va devoir diminuer les soutiens monétaires, diminuer les soutiens budgétaires et donc, mais remonter les taux d'intérêt, donc après ça, correction sur les bourses. Donc effectivement, c'est le chemin toujours étroit sur lequel on avance avec les différentes autorités gouvernementales, monétaires, politiques, etc. et les marchés. Et voilà, on est sur ce chemin-là et il faut bien surveiller à gauche et à droite. Moi, je prendrai quelques éléments, je dirais, d'espoir et d'opportunité. Donc clairement, je dirais, le pipeline au niveau de la vaccination semble se concrétiser de manière claire. Et donc, voilà, on peut avoir, je dirais, un bon espoir par rapport à ça. Quel va être l'impact, je dirais, de soulagement au niveau de la population? On a parlé de l'épargne de précaution qui avait été constituée. C'est clair que cette épargne, elle est là pour faire face aussi aux difficultés présentes et à venir. Donc les gens dire que l'épargne qui a été faite pendant la période de confinement va être dépensée immédiatement, c'est un leurre, en tout cas dans son intégralité. Mais par contre, une partie, il faut voir vraiment comment les acteurs économiques, et notamment les ménages que nous sommes, consommateurs, travailleurs à la fois, comment est-ce qu'on va réagir. Je prends un exemple qui m'avait toujours fort frappé, c'était le Japon après Fukushima. Fukushima était vraiment aussi un facteur exogène, et qui apparaissait vraiment comme le coup de grâce pour le Japon, après tout un tas de problèmes que ce pays a connus, sa perte d'hégémonie en Asie par rapport à la Chine, etc. Et donc, vraiment, on se dit, ça c'est le coup de grâce. Et ben, si on regarde bien, ça a été un élément déclencheur de pas mal de réactions extrêmement structurées et positives, à la fois des autorités et à la fois des entreprises, à la fois des acteurs, des ménages. Et donc, voilà, on a au niveau humain une capacité d'adaptation, une capacité de rebond, une capacité à rêver qui est quand même assez phénoménale, heureusement qu'on l'a. Et donc, je pense que ça pourra nous apporter du côté espoir et bonne surprise un certain nombre de choses. Donc il ne faut pas sous-estimer notre capacité de résilience. Je peux peut-être ajouter quelque chose, bon, si tu veux bien. Parce qu'effectivement, je me suis évidemment appesanti sur les craintes, mais il y a aussi un tissu d'entreprises cotées et non cotées qui est particulièrement dynamique aujourd'hui au niveau mondial. C'est un des aspects positifs de la globalisation. C'est clair que c'est aussi un générateur de nouvelles idées et de nouvelles initiatives avec, je pense, beaucoup de petites et moyennes entreprises. Alors, on peut se poser la question, quelle est la définition, mais même au niveau boursier, il existe des small caps, des petites entreprises, qui ont été à la fois impactées très durement au niveau de la sanction sur les marchés, mais qui en même temps ont une caractéristique qui est différente de celle qu'on observait dans les années précédentes, c'est-à-dire elles ont appris l'agilité. Et je pense que, comme le disait Thierry, il y a un certain nombre de secteurs pour lesquels c'est entre guillemets sans espoir, ou en tout cas il y a vraiment des gros doutes sur leur capacité de retrouver une activité comme par le passé. Mais je pense aussi qu'il y a énormément de très très belles sociétés qui sont capables de démontrer qu'elles ont la capacité de traverser ce genre de crise et qu'elles ont une adaptabilité qui fait en sorte que, on l'a vu, on a été surpris par finalement notre capacité d'adaptation à titre personnel. Eh bien, je pense que c'est quelque chose qu'on voit aussi dans les personnes morales et il faudra simplement bien identifier les business models, le management, les personnes qui se trouvent derrière, qui vont faire en sorte que ces entreprises sont les pépites de la sont le futur gagnant. Brièvement, Georges Hubenet, aux États-Unis, on a vu avec un certain soulagement, du moins pour certains, l'arrivée de Joe Biden à la présidence des États-Unis. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre, mais avant la fin de l'année? Avant la fin de l'année. Il ne reste plus beaucoup de jours. Il ne reste plus beaucoup de jours, mais il y a quand même un événement qui est en train de se passer, c'est la résurgence de la pandémie. Avec maintenant l'annonce de différents lockdowns dans différents États, dont le sud de la Californie par exemple.
On sait ce que ça a donné en Europe. La première vague est aussi arrivée avec un certain retard aux États-Unis. Donc je pense quand même qu'il va falloir être prudent par rapport à la manière dont les nouvelles autorités, qui sont évidemment beaucoup moins pandémosceptiques, vont réagir par rapport à ça. Mais c'est clair que c'est un facteur d'attention. Le deuxième facteur d'attention, évidemment, c'est la transition. La transition avec un Trump qui, au fur et à mesure, heureusement, pourrait-on dire, et d'ailleurs on le voit dans la réaction des marchés, a de moins en moins de crédibilité dans son combat d'arrière-garde. Mais évidemment, il reste extrêmement clivant. On le voit encore aujourd'hui, donc je pense que ce phénomène va s'éteindre pratiquement inéluctablement. Et puis alors, on sait très bien que les marchés ont réagi de manière assez positive parce qu'il y avait eu cette forme d'équilibre entre, d'une part, une élection présidentielle dont finalement les résultats étaient clairs, il n'y a qu'une seule personne pour le nier, et d'autre part, une élection, un renouvellement du Parlement pour lequel, vraisemblablement, le Sénat va rester républicain, ce qui va freiner quelques velléités de relance un peu trop agressives au niveau économique, et qui devrait faire en sorte que finalement, ce que les marchés apprécient, c'est une forme de continuité, et cette continuité est, semble-t-il, beaucoup plus préservée dans la manière dont les choses se passent actuellement que ce que le marché n'avait craint. Et donc, Thierry Masset, quel secteur pourrait en profiter de ce, alors sur du plus, pas pour la fin de l'année, mais je veux dire pour 2021 et même à moyen et long terme? Donc au niveau secteur, c'est clair que j'irais du fait non seulement de l'élément reprise économique qui est plutôt global et effectivement des accents donnés par la nouvelle présidence, on peut effectivement revenir pour 2021 sur certains secteurs plus cycliques, pas tous, mais effectivement le secteur des industriels, le secteur, ou en tout cas certains sous-secteurs de la consommation durable sont des choses qui nous semblent intéressantes. Donc il y a clairement un impact direct de ce scénario global de reprise et des accents mis par la politique de la future administration. Effectivement, comme Georges l'a dit, il faut bien voir, il y a 2 dates. Le 14 décembre, c'est l'élection, la confirmation de l'élection par les grands électeurs, et le 5 décembre, c'est cette fameuse élection... 5 janvier, pardon, cette fameuse élection sénatoriale en Géorgie. Où là, effectivement, la surprise pourrait être, est-ce que les républicains, finalement, perdent ça, et donc perdent la majorité au Sénat, ce qui n'est pas le scénario de marché. Donc là, ça pourrait un tout petit peu décaler à court terme. Mais donc, voilà, il y a des accents, pour revenir à la question, donc il y a effectivement, en termes de secteur, les choses peuvent changer. Nous pensons aussi, et Georges y a fait allusion, que le temps est revenu de regarder de nouveau les actions de petite et moyenne capitalisation, qui ont fortement souffert les 2-3 dernières années, ce qui est assez classique. Dans une fin de cycle aussi, les investisseurs privilégient les grandes capitalisations au détriment des petites. Ici, effectivement, l'évolution relative était à ce point, je dirais, forte, et les perspectives de reprise, et on sait que les petites et moyennes capitalisations sont en général assez fort en prise directe et de manière plus sensible avec la reprise économique que les grandes qui sont plus diversifiées, qui investissent sur tous les marchés au niveau mondial, avec des activités partout. Donc là, c'est aussi quelque chose qui joue. Par contre, nous pensons qu'un certain nombre de tendances long terme, que ce soit une administration républicaine ou une administration démocrate, l'évolution technologique, l'évolution dans les soins de santé et autres, ça c'est des tendances de long terme et qui vont rester présentes. Un point qui est aussi assez important dans le changement d'administration, c'est clairement la vision par rapport à tout ce qui est climat. Donc avec la volonté de Joe Biden de revenir dans les accords de Paris, donc de réinstaurer une dynamique en matière environnementale aux États-Unis. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi relativement majeur potentiellement et qui peut avoir un impact sur certains secteurs, mais aussi, je dirais, sur l'ensemble des investissements dits durables. Alors, Georges Hübner, brièvement, au niveau économique, on s'attend, donc, comme vous le disiez, à des taux d'intérêt encore au plancher.
Quelles conséquences cela aura au niveau économique? Au niveau économique, il est clair qu'on s'attend encore à une baisse des taux d'intérêt, limitée mais une baisse, ce qui va évidemment permettre aux entreprises qui le désirent de renouveler, enfin qui en ont la possibilité de renouveler leur endettement et de continuer à investir dans des projets même s'ils ont une rentabilité limitée qui reste positive. Donc il s'agit d'une condition nécessaire, je pense, aujourd'hui à une stabilisation de l'activité et à une relance d'un programme d'investissement. Mais ça veut aussi dire qu'au niveau financier, je pense qu'il ne faut pas se faire d'illusions, de plus en plus de pression se fera pour que les taux négatifs soient fixés sur un certain nombre de placements à court terme et même à moyen terme. Il va être très très difficile de trouver aujourd'hui des placements obligataires qui donnent même à des échéances raisonnables des taux qui soient positifs simplement, et je parle au niveau nominal, je ne parle même pas au niveau réel où les taux vont rester très négatifs, mais je pense que Thierry va s'exprimer sur le sujet. Et puis il y a un point qui est important évidemment, c'est que cette répression financière devrait en principe activer l'épargne. Or, on n'y est pas arrivé jusqu'ici, et l'un des éléments de confiance qui sont essentiels dans la reprise économique, c'est que l'épargnant, qui aujourd'hui a, pour un grand nombre d'entre eux, continué à accumuler une épargne plus ou moins forcée, puisque en réalité, il n'y a pas de possibilité de consommation à court terme importante, ça devrait amener à ce qu'il y ait une pression certainement de nouveau sur le marché immobilier à l'achat, puisque c'est un placement qui peut être considéré comme alternatif par un certain nombre de personnes, avec des risques évidemment qui sont inhérents à l'octroi de crédit hypothécaire. Et le fait qu'on puisse imaginer qu'il pourrait y avoir une autre pandémie plus tard, parce que finalement c'est la 4e qui nous arrive sur 10 ans, simplement c'est celle-ci qui nous touche directement et globalement. Donc si on n'a pas cette confiance par rapport au fait que l'épargne qui serait réinjectée dans l'économie serait effectivement véritablement une source productive et une source de rentabilité, on peut continuer cette spirale infernale d'épargne qui aujourd'hui est à son apogée, à son paroxysme, et en 2020 qui a été renforcée par cette notion de précaution et cette notion de manque d'alternative. C'est ce qui a aussi permis au marché d'action de rester à flot, et vraisemblablement cela devrait aussi continuer. Il n'y a pas d'alternative aujourd'hui à investir en actions, à part peut-être l'immobilier, on va en parler, ou à part des classes alternatives, mais qui restent encore relativement obscures pour le commun des mortels. Thierry Massé, donc pour les placements obligataires, est-ce qu'on peut encore avoir un peu d'espoir quand même? Ouais. Je pense qu'effectivement, reprenant un point de Georges, au niveau de l'épargne, on sait que ce sera nul ou négatif. Et donc, pour compléter un peu un point, je pense qu'il faut, au niveau de l'épargne, il faut distinguer deux choses. Hein, ce qu'on appelle l'épargne de précaution, qui est effectivement la réserve qu'on doit avoir pour faire face à plein d'aléas de la vie, et qu'on peut quantifier en tant que ménage. Et puis, il y a historiquement, et c'est fort prégnant en Belgique, l'épargne placement. Et donc, on mettait un supplément de réserve qu'on constituait en épargne parce qu'il y avait des taux d'intérêt qui étaient relativement satisfaisants, en nominal certainement, et voire même en réel, on avait au minimum, enfin ou presque une préservation de son pouvoir d'achat tenant compte de l'évolution de l'inflation. Donc ça, on est dans un contexte qui ne permet plus. Et donc je pense qu'effectivement, et c'est surtout prégnant en Belgique, où cette habitude d'épargner plus forte, que dans des pays, même limitrophes, prenez par exemple les Pays-Bas ou l'Angleterre. Ça, c'est un premier élément. Donc au niveau des obligations, Georges a bien décrit le contexte. Et il faut tenir compte du fait que, on a des taux qui vont rester encore bas au niveau du court terme sur minimum 1, 2, voire 3 ans. Toute la question au niveau des obligations, ce sera l'anticipation sur les taux à moyen et long terme. On n'a pas beaucoup de stress pour l'instant, mais effectivement, ça pourra venir potentiellement
deuxième semestre 2021 ou 2022, comme Georges l'évoquait tout à l'heure, effectivement, si on sort progressivement de la crise, la normalisation des politiques monétaires et politiques budgétaires va immanquablement poser la question d'une certaine normalisation des taux d'intérêt. Ils ne vont jamais remonter très très fort, mais si de 0 vous remontez à 1, je parle sous le contrôle d'un professeur de finance, ça peut faire mal sur des placements en obligations, surtout que un des éléments qui est passé dans le marché, c'est que la durée moyenne des obligations a eu tendance à fortement augmenter, parce que les États se sont endettés à plus long terme, les entreprises aussi, profitant des conditions financières attractives sur le long terme pour s'assurer un financement à plus long terme et relativement bon marché. Alors tout ça pour dire que dans le contexte actuel, c'est clair que tous les investisseurs ne peuvent pas tout investir en actions, qui, en relatif, a les meilleures perspectives à moyen et long terme. Et donc, on doit toujours composer un portefeuille avec différents actifs. Et donc, dans ce cadre-là, les choses sont plus compliquées dans la gestion obligataire, puisque la décorrélation, donc le lien inverse entre l'évolution des actions et les obligations de qualité est un peu entamé aujourd'hui, puisque les taux sont à 0, et donc et même négatif, et donc aller encore plus négatif, ça devient de plus en plus difficile. Donc voilà, donc la gestion obligataire qui était précédemment peut-être vue comme simple, même si ce n'était pas simple, mais vue comme simple, est devenue particulièrement complexe. Et donc, dans ce cadre-là, nous pensons qu'il faut toujours gérer une part obligataire dans un portefeuille diversifié, et que si on veut, il faut avoir chassé deux objectifs, l'aspect plutôt sécurité, diversification si c'est encore possible, et d'autre part l'aspect génération d'un petit peu plus de rendement. Et donc c'est clair qu'on se bat pour le moindre point de base, comme on dit, le moindre centième de % pour essayer de générer quelque chose, compte tenu notamment aussi des éléments de fiscalité et autres. Et donc sur les poches obligataires qui nous semblent encore attractives en relatif, ce sont les obligations d'entreprise de bonne qualité. C'est clair qu'on ne va pas arriver à grand chose, puisque d'un taux sans risque négatif, on ajoute un supplément de rendement de l'ordre de 1%, donc vous arrivez juste peut-être au-dessus de la ligne de flottaison, mais bon, c'est mieux que rien. Et effectivement, à titre de diversification, les obligations, les dettes émergentes sont présentes un certain intérêt, puisque là, on a quand même encore un supplément de rendement plus significatif. Rendement sans risque n'existe pas. Donc voilà, mais ça c'est deux poches qui nous semblent encore attractives dans le contexte actuel. Donc on voit que plus que jamais la protection a un coût. Pour parler des autres classes d'actifs brièvement, l'or, l'immobilier coté, est-ce que ce sont des alternatives à ces rendements obligataires qui sont vraiment nuls, voire même négatifs? L'or reste un placement diversifiant. Moi, je trouve que l'or en tant que tel, en espérant faire une plus-value, n'a pas énormément d'intérêt. C'est plutôt effectivement un placement relativement risqué. Par contre, l'or, dans sa vertu de diversification, de décorrélation, dans un monde de taux d'intérêt quasi nul, l'or qui n'a pas de taux d'intérêt est finalement relativement attractif dans un monde effectivement d'énormément de création de dettes. Je dirais l'or physique est un actif réel. Donc nous on l'aime bien en termes de gestion, de diversification, de couverture d'un portefeuille investi. Plus que mettre des lingots simplement dans son coffre comme tel. J'ai envie de dire que nous les femmes à la veille de Noël et dans une perspective de relance de l'économie, nous aimons beaucoup le porter. Donc voilà, je vous laisse parler de l'immobilier coté. L'immobilier, il y a deux aspects. Georges a évoqué l'immobilier réel et les contraintes, ou les éléments de support et ou de contraintes d'un point de vue macroéconomique, d'un point de vue taux d'intérêt, les taux d'intérêt extrêmement bas, le manque d'alternatives d'investissement, d'un autre côté la capacité d'investissement, le risque de chômage, etc. Donc la capacité des ménages, et quels sont les ménages qui sont en capacité d'acheter encore de l'immobilier aujourd'hui, c'est un vaste sujet. L'immobilier coté, par rapport à la vision placement refuge de l'immobilier, il est intéressant et surprenant de constater qu'en fait l'immobilier coté a été un des compartiments victimes, je dirais, de la crise du Covid, qui a fortement souffert et qui ne s'est que partiellement remis.
Et donc si on a des bourses qui ont baissé de 30 à 40% dans le plus creux de la crise, qui ont largement remonté, l'immobilier a baissé de 30% et n'en a récupéré que à peine la moitié. Bon, un peu différencié suivant les secteurs de l'immobilier, mais ça c'est lié aux impacts, je dirais, court terme et moyen terme de cette pandémie, qui font que, par exemple, il y a d'énormes questions sur l'immobilier de bureau, hein, avec le travail à domicile, etc. Il y a d'énormes questions sur l'immobilier commercial, qui a été et qui a envie d'aller dans un shopping center pour faire ses courses à Noël. Pas sûr. Est-ce que c'est conjoncturel ? Est-ce que c'est structurel? Donc là, il faudra voir. Et donc, il est clair qu'on a eu un peu une évolution divergente, hein, par rapport de l'immobilier coté, divergente aussi par rapport à l'évolution des taux d'intérêt, hein, puisque l'immobilier est souvent vu comme un actif lié aux taux. Or, les taux se sont plutôt écrasés, et l'immobilier aurait dû en profiter pour monter, comme ça a été le cas dans les années précédentes. Et ici, justement, là, il y a eu un changement d'équation. Okay, donc ce n'est peut-être pas le havre de paix auquel on a cru pendant des années. Peut-être un petit supplément par rapport aux classes d'actifs dans lesquelles on peut investir. Je pense que quelque chose dont on parle relativement peu, parce que ça reste encore un peu opaque. Mais je pense qu'un certain nombre de placements alternatifs peuvent être considérés très sérieusement aujourd'hui pour des investisseurs qui ont un horizon de temps très long, une grande expérience, c'est-à-dire la possibilité de garder la tête froide dans des circonstances de marché compliquées, et qui voudraient avoir un éventuel placement alternatif par rapport à de l'obligataire. Étant donné qu'un certain nombre de fonds absolute return ou total return, donc des fonds qui sont très liquides, il faut vraiment ne pas avoir un besoin de liquidité à court terme, peuvent octroyer des possibilités de rendement importantes, parce que ce sont des vendeurs, ce qu'on appelle des vendeurs de protection, c'est-à-dire ce sont des fonds qui essaient d'obtenir un surcroît de rendement par rapport à un placement titre à revenu fixe traditionnel, en prenant un certain nombre de risques qui sont diversifiants, qui peuvent se matérialiser, évidemment, dans ce cas-là, on a des problèmes, mais qui, sur le long terme, sont généralement payants. Donc, je pense que si on veut élargir le spectre des possibilités, il faut avoir je dirais, l'honnêteté intellectuelle de considérer l'ensemble des classes d'actifs et pas se cantonner nécessairement aux classes traditionnelles. En conclusion, que diriez-vous à nos auditeurs à l'aube de cette année 2021 qui, espérons-le, sera meilleure que 2020? Moi, je dis there is still no alternative. Donc, on disait Tina, maintenant Tisna. Trina, oui, c'est oui. Effectivement, le caractère asymétrique des risques que l'on prend en dehors des actions, c'est-à-dire qu'on a un potentiel de gain forcément extraordinairement limité, mais un risque de perte qui est très très important, en tout cas relativement à la volatilité de ce genre de titre, fait en sorte que finalement, si on veut s'en sortir, il faut rester majoritairement investi en actions. C'est une évidence, même pour des gens qui auraient un profil plus défensif. Il faut considérer aussi l'horizon d'investissement. On peut être défensif avec un horizon long, et à ce moment-là, il faut quand même rester investi en actions. C'est objectivement un conseil à donner. Peut-être à plus court terme, je vais prendre un risque. On a parlé des small caps, des sociétés de petite capitalisation. Pour une fois, la recherche peut servir à quelque chose, si je puis dire. On a vraiment identifié que l'effet des small caps est un effet saisonnier qui est principalement focalisé sur le premier trimestre de l'année, surtout pour les small caps américaines. Et ça semble être un phénomène qui est très 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 constant depuis plus de 50 ans. Donc sans doute peut-on anticiper que, en tout cas un investissement en small caps qui serait réalisé en fin d'année pourrait être plus profitable que s'il était réalisé après le premier trimestre. Et vous, Thierry Masset, quelle conclusion pourriez-vous apporter et quel espoir pour demain? En cette période, normalement, c'est la période déjà presque des bons vœux, oui. Hein, donc je pense qu'on doit souhaiter bonne santé et sérénité à tout le monde, et la bonne santé et la sérénité dans le portefeuille. Je pense que c'est effectivement, clairement, et Georges vient d'y faire allusion,
bien repenser à son profil de risque, bien réfléchir à son horizon de temps, et en étant conscient qu'on est dans un monde où effectivement le rendement sans risque n'existe vraiment plus, hein, puisque le rendement sans risque est rémunéré négativement. C'est même pas que ça ne rapporte rien, c'est rémunéré négativement si on tient compte des taux réels. Donc ça peut inciter éventuellement au stress ou au défaitisme. Moi je ne pense pas, il faut effectivement regarder cette vision à moyen long terme, et donc en fonction de son profil de risque, investir, être constant. Je dirais les gens qui ont, d'un point de vue financier, perdu beaucoup dans l'épisode Covid, ce sont les gens qui, et je peux tout à fait le comprendre, mais malheureusement ont paniqué et ont décidé de vendre, et c'est souvent, je dirais, dans le creux de la vague, et le rebond étant à ce point fort et violent, impossible de revenir dans le train après l'avoir quitté. Et donc je pense que la consistance dans l'investissement reste fondamentale, et nous avons la vision qu'un portefeuille investi de manière diversifiée, sans doute plus tilté vers les actions que par le passé compte tenu du contexte, continuera à générer des rendements qui seront positifs, faibles mais positifs, et certainement supérieurs à ceux de l'épargne si on regarde sur un horizon de moyen terme. Donc rien de nouveau, mais effectivement des confirmations de choses qui sont d'autant plus justifiées et prégnantes vu le contexte dans lequel on est. Je vous remercie. Je vous remercie de nous avoir suivis pendant toute cette année de façon virtuelle la plupart du temps. Je vous souhaite une douce fête de Noël, une excellente année 2021 en espérant vous retrouver nombreux à nous lire et à nous regarder. Et vraiment, je ne peux que vous encourager à suivre les règles de prudence parce que personne, ni vous ni moi, ne voulons connaître à nouveau une année 2021 comme celle de 2020. Donc, stay at home et soyez prudents. Merci à vous et à très bientôt.